Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dague et avec Perrine Corvézier, nous dirigeons le cabinet Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, humanlx.com. Souvent, dans les relations qu'on peut avoir en interne, quand il y a des positions hiérarchiques différentes, les mots peuvent ne pas suffire. On peut écouter, on peut argumenter, et voilà. Là, c'était transformé en fait sur le terrain. Et donc, ça devient plus crédible et plus audible par les salariés. Dans cet épisode, Charles-Henri Diriart nous parle de son métier de directeur de site culturel. Il décrit sa façon à lui d'amener dans cet univers le langage de l'entreprise, d'embarquer ses collaborateurs par des actes au-delà des mots et d'éviter le piège de l'affectif qui peut tenter ceux qui évoluent dans ce secteur peuplé d'individus passionnés. Charles-Henri nous parle d'écoute, de pragmatisme et de cette capacité à sortir de sa zone de confort que lui a inspiré l'un de ses anciens patrons. Bienvenue dans la gestion des sites culturels et bonne écoute. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Une question très simple pour démarrer. Quel est votre métier ? Vous appelez ça une question simple. C'est un piège. J'ai du mal à définir en si peu de mots mon métier. Mon métier, c'est directeur de site culturel. Mais derrière un terme aussi court, c'est essayer de partager, de faire comprendre, de simplifier, de donner accès à un plus grand nombre à des choses qui peuvent paraître compliquées, élitistes ou hors de portée. Voilà, c'est partager une passion et faire en sorte qu'il y ait un accès large à cette culture, à cette histoire, à l'art. Comment êtes-vous arrivé à la culture et à l'art ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors, j'y suis arrivé par des biais peu académiques si on est en France, c'est-à-dire que j'ai commencé en faisant une école de commerce, HEC, donc j'étais absolument pas prédestiné à travailler dans le domaine culturel, mais c'est pour moi mon contexte personnel, mes affinités qui m'ont amené vers ça. C'est-à-dire qu'en sortant d'HEC, j'ai commencé ma carrière en faisant du marketing, dans des sociétés très traditionnelles telles que Yves Rocher ou les champagnes Nicolas Feuillatte. Et puis j'ai commencé dans cet univers-là en travaillant pour une société qui s'appelle Culture Espace, qui à l'époque était une filiale de Suez, maintenant Engie, et dont le métier est la gestion déléguée de musées et de monuments. Donc c'est en fait une société qui gère pour le compte de propriétaires privés, plus sûrement institutionnels et publics, des collectivités, des monuments, des musées. Et leur savoir-faire, c'est de les valoriser et donc de les rentabiliser. Donc c'est un peu un tabou en France où pour beaucoup de Français la culture est publique et doit être gratuite ou en tout cas accessible d'un point de vue tarifaire. Là c'est un parti pris qui est plus anglo-saxon, qui est de valoriser, de donner une attractivité à la culture, à ces monuments, à cette histoire, et donc d'y faire venir un large public tout en réussissant un équilibre, en atteignant un équilibre économique. On parle de quel monument, par exemple ? Donc, Culture Espace gère le musée Jacques-Marandré à Paris, propriété de l'Institut de France, le château des Baux de Provence, le théâtre antique d'Orange, le musée national de l'automobile collection Schlumpf à Mulhouse, à l'époque le château de Valençay, le champ de bataille de Waterloo, voilà, et également la villa Frucy de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, donc c'est des lieux assez différents, pas toujours connus du grand public, mais toujours avec une histoire forte, des personnages marquants, et puis oui, des trésors qu'il faut mettre en valeur et rendre accessibles.
Et puis, après Culture Espace? Après Culture Espace, je me suis rendu compte que en France, la perception qu'on pouvait avoir en travaillant dans le monde culturel m'était placée dans une case, et que, comme en France, la culture est archi dominée par le modèle public, et que moi je préférais travailler dans une entreprise privée, mon marché d'action était assez limité, donc j'ai cherché à m'ouvrir des horizons, et donc j'ai fait du conseil en stratégie dans une petite structure qui s'appelait Neofocus, qui a été montée par 2 anciens de Roland Berger, et j'ai eu l'impression de faire un MBA, c'est-à-dire faire des choses que je n'avais pas fait depuis HEC. Un grand écart quand on sort des dorures et des lambris du musée Jacques Marandré pour aller vers le monde industriel. Voilà, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est la mission pour laquelle j'ai commencé cette expérience, qui était une étude de marché sur les électrodes graphite pour fours d'Assyrie. Voilà. Donc ça change. Ça change, ça change, et puis ça permet aussi de sortir de sa zone de confort, de se dire mais comment je vais arriver à ça, et puis d'avoir la satisfaction d'y arriver, avec des difficultés qu'il faut surmonter, et puis voilà, se révéler à soi-même aussi. Et pour la suite? Alors en fait. Chantilly était un lieu que je connaissais déjà avant, que quand j'étais chez Culture Espace, j'avais rencontré, en partant de Culture Espace, la fondation de Chantilly, la fondation qui a été créée par Son Altesse Lagacan en 2005. Donc ça correspond au moment où je suis sorti de Culture Espace. Et puis quand on s'est rencontrés à ce moment-là, les opportunités correspondaient pas forcément à mes attentes, c'est-à-dire que ils m'ont proposé de faire du marketing pour eux, je leur ai dit que c'était pas forcément mon attente à ce moment-là. Et puis j'ai entendu une phrase qu'on entend assez régulièrement, qui est: on garde votre CV, puis quand on aura une opportunité, on vous rappellera. Et ça a été le cas. 7 ans après, politesse, en fait, 7 ans après, voilà, où j'ai reçu un coup de fil en me disant voilà, on cherche un DG, est-ce que ça vous intéresse? Et comme j'avais tourné la page, j'avais monté ma structure de conseil en stratégie spécialisée dans la croissance verte. Je m'étais lancé dans une aventure personnelle et entrepreneuriale. Mon premier réflexe a été de dire je suis passé à autre chose. Et puis en mettant à profit ce que j'avais appris dans le conseil, je me suis aussi replongé dedans, et j'ai vite été repris par le virus, et voilà, je me suis pris au jeu et j'ai accepté cette proposition avec grand plaisir. Et donc vous êtes resté 6 ans. Je suis resté 6 ans, c'est oui. Ça. Voilà. Arrive le temps de la question un peu particulière qu'on pose dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez me raconter un épisode ou un moment de votre vie professionnelle dont vous êtes particulièrement fier? Sans trop réfléchir, là, qu'est-ce qui sort là? À Chantilly, on a repris un événement qui se tenait précédemment au domaine de Courson, qui s'appelait les Journées des Plantes, créé par 2 personnes, Hélène et Patrice Fustier, qui étaient propriétaires du domaine de Courson et qui, dans les années 80, ont créé un événement au début avec une dizaine de pépiniéristes, et puis dans les années 2015, il y avait 250 pépiniéristes, un événement qui attire à l'époque à Courson 20 000 visiteurs par édition, une référence en la matière, et voulant passer la main, ils se sont rapprochés du domaine de Chantilly, et on a repris cette activité-là. C'est quelque chose qui arrive très rarement dans ce genre d'activité. C'est une forme de croissance externe, c'est-à-dire qu'on reprend un événement en l'intégrant dans un lieu, mais c'était une transplantation, si on peut se permettre cette image facile. Mais très bien placé. Voilà. Et la greffe a pris, c'est ça. Mais surtout, moi, je me souviens de la dernière édition à Courson. On est allé annoncer aux exposants, 250 exposants qui avaient l'habitude, certains depuis 30 ans, de venir 2 fois par an à Courson. Et on leur a dit, voilà, vous êtes au sud de Paris, mais là, au mois d'octobre, mais la prochaine édition au mois de mai, ce sera à 45 minutes de Paris, au nord. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Donc faire face à une grogne, faire face à des exposants qui nous expliquent qu'ils viendront pas.
et que donc en fait l'événement qu'on s'apprête à reprendre, il se vide. Donc c'est convaincre les uns et les autres, aller faire du porte-à-porte quasiment, c'est-à-dire pendant cette édition de Courson au mois d'octobre, aller voir chaque stand, chaque personne se présenter, dire qu'ils seront écoutés, voilà, et puis organiser une journée portes ouvertes spéciale pour ces exposants. On les a reçus avant au domaine de Chantilly pour qu'ils appréhendent le lieu où ils allaient venir, et puis faire en sorte que cette transmission se passe bien. Voilà. Et la première édition était un grand succès, et c'était aussi au-delà du succès public, ma satisfaction personnelle, puisque c'était votre question, c'était de faire en sorte que un événement externe devient un moment fort en interne, c'est-à-dire quelque chose qui était étranger à beaucoup des salariés du domaine devienne un moment où on se retrouve, c'est-à-dire que on a impliqué l'ensemble des composantes du domaine, 120 salariés, et c'était bien évidemment le moment où les 14 jardiniers étaient mis à l'honneur, mais c'est aussi les personnels administratifs, c'est aussi le marketing et tout le monde se retrouvait dans le jardin, dans le parc du domaine de Chantilly, et chacun s'est impliqué. Et pendant toute l'année, les uns et les autres travaillent un peu dans leur coin, un peu dans leurs préoccupations. Et là, tout le monde s'est retrouvé, et il y a eu une forme de parenthèse enchantée où tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Voilà. Après, la difficulté, c'est de renouveler ça. C'est-à-dire que cette première édition, qui était en mode projet, où il y avait une stimulation pour chacun, de faire en sorte que ce soit pérennisé, que ça marche dans le temps. Donc j'entends que vous avez réussi à convaincre les exposants, vous avez réussi à fédérer les salariés du site, etc. Sur quoi vous êtes appuyé pour réussir ça ? À quoi vous avez fait appel en vous ? Le premier point, c'est écouter, c'est-à-dire que les exposants, les salariés, pour eux, ce qu'on leur proposait, c'était un saut dans l'inconnu. Et les exposants, leur première crainte, c'était de dire, on a construit pendant 30 ans à Courson une clientèle, on a réussi à faire venir des gens qui génèrent chez nous un chiffre d'affaires. Si on transpose notre activité, ça va plus marcher. Voilà. Donc c'est essayer de faire en sorte écouter leurs craintes pour pouvoir y répondre. Et c'est pas juste leur dire on est beau, on est fantastique, mais c'est mettre en place des réponses à leurs préoccupations propres. Voilà. Et un exemple typique, c'est qu'effectivement chaque exposant paye un prix pour son stand. Et la réponse qu'on a proposée, c'est de leur dire, nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'on ait tous les exposants, ou en tout cas un maximum d'exposants lors de la prochaine édition. Donc on vous propose une solution gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent avant fin janvier, ils ont 40% de réduction sur le stand. Et donc en fait, ça répondait à un impératif, nous rassurer sur la présence des exposants, et ça répondait à un de leurs impératifs qui était minimiser le risque financier qu'ils pouvaient avoir dans cette grande édition. Et la grande surprise, c'était de révéler que à la fin de la première édition, on avait généré plus de revenus de stand, parce que certains ont pris des stands plus grands, certains ont apprécié ce geste-là et se sont impliqués du coup. Donc ce qui peut apparaître au début comme un risque financier, ou en tout cas un cadeau, mais en fait c'est du bonus. Un cercle vertueux, quoi, c'est ça. Quand on arrive à le mettre en place. Voilà. Ouais. Super. Et pour impliquer les collaborateurs du site, c'était facile, c'est tombé sous le sens ou Pas du tout. Si. Non, pas du tout. Et c'est le domaine de Chantilly, c'est un site qui est absolument magnifique, méconnu. J'en profite pour faire un peu la publicité, et surtout qui a multiples facettes. C'est-à-dire que c'est la deuxième collection de peinture ancienne après le Louvre. Ah oui. Avec des tableaux comme les Trois Grâces de Raphaël, des Delacroix, Poussin, une collection absolument magique. Donc il y a un côté musée avec des conservateurs, et puis c'est le cheval, le musée du cheval, des spectacles équestres. C'est un parc dessiné par le nôtre, mais pas seulement. Donc il y a différentes composantes, et ces composantes structurellement ont pris l'habitude de travailler un peu en silo. Donc
quand on propose d'ouvrir d'une certaine façon un nouveau silo, forcément, chacun se dit, c'est pas pour moi, ça me concerne pas, donc voilà. Mais ça répondait aussi à une forme d'attente que j'avais pu entendre, qui était que certains salariés se disaient, mais moi je travaille dans mon coin, personne ne fait attention à ce que je fais, et il y avait une demande de ce que les salariés appelaient du vie ma vie. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire, ce serait bien que le personnel administratif, la direction, vienne sur le terrain. Et, voilà. Et en fait, une forme de ces réponses, ça a été de faire en sorte que les responsables de ce projet-là se mettent à la place des équipes et impliquent des équipes dans un rôle autre que celui qu'ils occupent le reste de l'année. Voilà. Donc de voir une responsable comptable tenir le point d'accueil des exposants, faire en sorte que le responsable du personnel accueille le public le dimanche, ça donne une crédibilité et on est plus facilement écouté, entendu par les salariés et ça forme un état d'esprit qui est particulier. Voilà, une parenthèse enchantée. Une sorte d'humilité aussi quelque part, de sortir de sa zone de confort et d'aller jouer un autre rôle pendant l'instant d'un événement, quoi. C'est l'humilité, mais surtout la preuve de l'humilité. C'est-à-dire que souvent dans les relations qu'on peut avoir en interne, quand il y a des positions hiérarchiques différentes, les mots peuvent ne pas suffire. On peut écouter, on peut argumenter, et voilà. Là, c'était transformé en fait sur le terrain, et donc ça devient plus crédible et plus audible par les salariés. On parle de combien de personnes qui travaillent sur le site ? C'est 120 salariés au domaine de Chantilly, c'est une petite PME, c'est 14 jardiniers, une vingtaine de personnels de sécurité, c'est 8 cavalières, des palefreniers, du personnel administratif, voilà, des agents d'accueil de boutique. C'est 120 salariés, une trentaine de métiers différents. Vous nous avez parlé d'écoute, là, d'une certaine forme de pragmatisme, en fait. Tout à fait. D'une capacité à embarquer les gens, peut-être à les influencer aussi. Ces compétences-là, puisque ce sont des compétences, vous êtes né avec ? Vous les avez apprises quelque part ? On vous les a enseignées ? J'ai dû naître avec une partie de ces qualités-là, ou de ces capacités-là. Et puis après, c'est les capacités d'adaptation dont j'ai pu faire preuve ou qu'on a tous en nous, qui est j'ai dû faire preuve à certains moments de ma vie professionnelle d'arrogance, de fermeture d'esprit, et puis j'ai dû voir aussi que ça marche pas forcément ou qu'on se prend des murs dans la figure et que voilà. Donc, mais je pense que c'est des qualités personnelles, l'éducation aussi. Les soft skills, c'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école ou à l'université, mais c'est aussi ce qu'on peut apprendre à la maison et de la part de ses parents, de son entourage. Est-ce qu'il y a une compétence ou une posture particulière que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez, qu'ils soient vos collaborateurs, vos partenaires, vos pairs ? J'essaie d'identifier la complémentarité. Avec vous ou avec le moi groupe ? Ou avec et aussi avec les compétences qui sont en place. C'est-à-dire que si on recrute toujours le même modèle, on progresse pas. Enfin, le même schéma, on progresse pas. Je cherche éventuellement à être surpris, c'est-à-dire pas forcément avoir des personnes auxquelles que j'attends dans la démarche initialement. Et puis un point essentiel, c'est la capacité de dialogue. J'entends par là se comprendre quand on se parle. Ça peut être bête dit comme ça, mais c'est de se dire qu'on peut utiliser les mêmes mots et pas forcément y mettre le même sens. Et c'est important dans l'efficacité opérationnelle au quotidien, de se dire quand on se parle, on n'a pas besoin de décortiquer et d'aller jusqu'au bout, de traduire. Voilà. Je vous dis ça parce que je viens du monde de l'entreprise et j'évolue dans un monde qui n'est pas dominé par des entrepreneurs ou par des personnes qui sortent d'université ou d'école de commerce. Donc c'est important malgré des différences de formation, des différences culturelles, arriver à se comprendre et à parler le même langage.
Et comment vous faites pour détecter ça? C'est-à-dire quand vous recrutez quelqu'un, par exemple, détecter la complémentarité avec vous-même, avec le reste du groupe, de voir cette connexion en termes de vocabulaire et de langage? Ça se voit assez vite, en fait. En entretien, vous voyez ça assez facilement. Ouais, avec toutes les erreurs qu'on peut commettre dans ce genre d'exercice, bien évidemment. C'est sans doute la partie la plus délicate dans un rôle de manager, c'est de recruter. Et voilà, il faut avoir le droit à l'erreur parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière ou dans vos études? Oui, je vous dis oui, mais je ne sais pas quoi. Je peux avoir de temps en temps le sentiment d'avoir progressé par rapport à des situations antérieures, dire enfin voilà, j'ai enfin compris quelque chose. Si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais mieux fait. Mais c'est aussi faire son propre chemin individuel. Donc je vous dis oui, mais j'ai la sensation que c'est complètement illusoire de dire ça. Voilà. On imagine que vos différents postes n'ont pas été forcément de tout repos. Voilà. Non. Comment vous faites pour retrouver votre énergie, pour vous ressourcer, pour retrouver l'endurance? Est-ce que vous avez des trucs particuliers? La famille. Oui, c'est le point d'équilibre. C'est la famille, en plus avec une possibilité de partager ce que je fais au quotidien avec mes enfants, avec ma femme. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un métier qui est facilement compréhensible, y compris pour des jeunes enfants. Et à Chantilly, j'avais l'habitude, parce que malheureusement j'avais quelques contraintes professionnelles le week-end ou pendant les vacances, de les faire, hein, de les assumer souvent avec mes enfants, quand il s'agissait d'accueillir des personnalités ou autres, ou avec ma femme quand il s'agit d'événements le week-end ou autre. Voilà. Donc c'est une façon aussi qu'ils comprennent ce que je fais au quotidien, et puis d'échanger avec eux plus facilement et pas de garder mes angoisses ou mes préoccupations juste pour moi. Vous avez sans doute en tête le nom d'une personne qui vous a impressionné dans votre vie professionnelle, peut-être qu'elle vous impressionne encore, quelqu'un qui vous a marqué positivement, donc vous vous dites, donc vous gardez le souvenir en fait, quelqu'un qui vous a impressionné, qui est resté dans votre mémoire. Si c'est le cas, sans forcément nous dire qui est cette personne, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi elle est restée dans votre mémoire? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle faisait de différent? Alors j'ai plusieurs personnes en tête, et l'élément commun à ces personnes, c'est une capacité à avancer, à être performants dans leur vie professionnelle, brillants dans certains cas, avec un certain recul, une certaine humilité, voire un certain humour. Voilà, c'est-à-dire pas faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, et donc rendre la relation humaine et le travail au quotidien plus agréable, hein, tout en progressant, tout en travaillant, tout en sortant et en faisant mieux, sortant de notre zone de confort et en faisant mieux au quotidien. Il vous arrive peut-être parfois de donner des conseils à des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez? Je rencontre souvent des personnes qui sont attirées par l'univers culturel parce que c'est un univers qui les fait rêver, parce qu'ils aiment bien visiter des expositions, se rendre dans des lieux de patrimoine ou autres. Souvent pour ces personnes-là, c'est pas tellement un conseil, c'est plus une mise en garde, qui est de se dire que c'est pas parce qu'on évolue dans un monde professionnel qui peut faire rêver que le travail est facile ou est simple. Ça reste un travail et on est soumis, même si on fait des choses, on évolue dans un univers professionnel qui nous passionne, on fait des choses qui nous plaisent moins, il y a des choses contraignantes et ça reste un univers professionnel et on est tous soumis à des exigences professionnelles. Et c'est d'autant plus important à mes yeux que très souvent dans la vie professionnelle, j'ai été confronté à des phénomènes qui sont inverses à ceux d'autres entreprises. C'est-à-dire, comme on est dans un univers qui suscite l'affectif, l'adhésion, la passion, j'ai plus été confronté à des salariés qui étaient dévoués au-delà du raisonnable et qui, d'une certaine façon et de façon inconsciente,
attendaient ou suscitaient plus de liberté d'action parce qu'ils allaient au-delà des limites. Et donc une partie de mon rôle de manager, c'est d'apporter de la raison et de se dire on est dans un univers professionnel, il y a des attentes du côté de l'employeur et même si c'est fait avec passion, si c'est à côté de la plaque, mais c'est pas ce qu'on attend et ça va pas. Donc c'est assez compliqué, très compliqué. Des personnes qui se donnent corps et âme, à Chantilly en particulier, où il y a des salariés qui ont construit l'essentiel, voire la totalité de leur vie professionnelle au domaine. Ils s'attendent à avoir une autonomie de décision parce que c'est leur vie. Donc la relation entre employeur et salarié devient un peu plus complexe. Alors justement, c'est toujours la même question, comment vous faites pour les ramener à la raison, comme vous dites? C'est par les mots, par justement ce vocabulaire dont vous parliez? Par le vocabulaire, c'est formaliser les attentes, c'est-à-dire que il faut répondre à l'affectif par la raison, c'est en définissant mieux les attentes, en les formalisant en amont, en les répétant à plusieurs reprises et éventuellement en imposant. Parce que ça fait aussi partie du jeu, du rôle du chef, voilà, et en étant très clair sur ce sujet-là, et éviter à la fois dans le relationnel, mais également dans les leviers qu'on peut utiliser vis-à-vis de ses salariés, d'être dans un registre affectif. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi assez tentant pour l'employeur de jouer sur cette corde-là et d'aller dans ce registre-là. Donc il faut rester raisonnable aussi pour rester cohérent. Et ça aussi, on va tourner en boucle, mais c'est la dernière fois, c'est l'expérience qui vous a appris ça? Oui, j'ai dû commettre beaucoup d'erreurs dans ce registre-là. Vous avez tenté plusieurs trucs et c'est ça qui semblait fonctionner, quoi, ne pas rester dans la raison et pas l'émotion. Oui. D'accord. Surtout que on a tous cette tentation-là, de se dire j'aime ça, donc je le fais bien, et c'est pas forcément juste. On a beaucoup parlé de soft skills sans forcément dire le nom durant ces premières minutes de conversation. Vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de même le fait de trouver un vocabulaire commun, c'est une forme d'empathie pour moi. Il n'existe pas vraiment de définition formelle des soft skills, enfin il y en a plein en tout cas, nous on a la nôtre. Quelle serait la vôtre ? C'est du savoir-être en opposition, ou en tout cas en différence avec du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours ? De trouver des défis aussi passionnants que celui du domaine de Chantilly, de continuer à servir, à mettre en valeur le patrimoine, l'histoire, la culture. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire de façon très très différente en France et pourquoi pas à l'étranger, mais surtout en France. Et puis il y a peut-être quelque chose aussi qu'on n'a pas évoqué là et qui d'une certaine façon, on l'a peut-être évoqué un petit peu, mais c'est aussi les rencontres. C'est-à-dire qu'au-delà du contenu, c'est travailler avec et travailler pour des gens qui suscitent la motivation. Si on fait des choses passionnantes, mais pour des gens qui ne suscitent pas l'enthousiasme, ça, on cale dans ces cas-là, souvent. Et j'ai eu la chance d'avoir des patrons extraordinaires, et voilà. Enfin, quand je vous dis ça, je pense en particulier à Son Altesse Lagacan, qui est forcément très mythique pour certains qui n'ont pas eu la chance de le rencontrer, mais qui, quand on le rencontre, est à la hauteur de ce que les uns et les autres peuvent imaginer. Voilà, un vrai patron visionnaire, exigeant, mais qui donne envie de se dépasser. C'est une chance de trouver ça. J'imagine qu'elle se provoque aussi, mais il faut savoir les trouver, ces patrons comme ça, ces patrons-là. Oui, non, c'est une chance. Pour aller dans un autre registre, il y a un autre patron auquel je pense, qui, quand je suis arrivé chez Neofocus, donc le cabinet de conseil en stratégie, en sortant de Culture Espace, je découvrais un monde que je ne connaissais pas, et mon patron m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à la fois en m'exprimant la confiance qu'il pouvait avoir en moi et en me laissant sauter dans le grand bain. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a pas aidé, mais il m'a accompagné.
Avant de le rencontrer, j'avais pas eu forcément beaucoup de patrons dans ce registre-là de vas-y, tu vas te noyer. Il y a le maître nageur qui est pas loin, mais si tu sautes pas dans le grand bain, tu sauras jamais nager. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier Merci pour votre temps et pour votre témoignage. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.